Bonjour à tous, eh bien c'est parti. Normalement, Arnaud vous a envoyé en commentaire le lien Klaxon avec lequel nous allons travailler ensemble pendant cette heure, plutôt nous amuser. Donc tout ça se passait via le lien, il est également indiqué sur ma présentation ici. Donc normalement, si tout se passe bien, vous pouvez vous connecter avec un identifiant uniquement et je devrais voir ici, voilà. La liste des participants augmente et donc connectez-vous, tout va se passer ici. Et effectivement, nous allons parler conception, design et facilitation d'une formation via une heure d'immersion. Je ne sais pas encore exactement jusqu'où l'expérience va nous mener. C'est vous qui allez la guider. Donc j'ai décidé, spécialement pour la Facilitation Day, de vous livrer ce qui m'ennuie vite, personnellement, lors de formations ou d'ateliers en ligne en tant que participante, et donc les alternatives que j'essaie d'appliquer lorsque je suis dans une posture de facilitatrice. Et ma première confidence, c'est me connecter à une session en ligne 5 minutes avant et attendre jusque 5 minutes après l'heure, avant que ça commence, eh bien ça m'ennuie. Donc c'est un premier irritant qui diminue clairement mon engagement. Le facilitateur va devoir me capter tout de suite dès son entrée ou il risque de me perdre. Donc, si vous voulez éduquer votre auditoire à arriver à l'heure, commencez à l'heure. Et bien sûr, c'est un moyen de commencer, en commençant à l'heure, de valoriser les personnes qui arrivent à l'heure. Ceci dit, pensez à un début de formation qui permet aux retardataires de rattraper le train facilement. Donc, c'est ce que je fais là en vous lançant une première question. Donc, voilà, connectez-vous au lien Klaxon si vous ne l'avez pas fait. Alain va le rappeler dans les commentaires. Et puis, donc, tout au long de cette session, vous allez être invité à répondre à des questions, des quiz. Voilà, on va le jouer ensemble. Et voilà, donc, ça me donne ici un petit peu l'idée de où est-ce qu'on en est en termes d'utilisation. Pas besoin d'en faire une analyse lorsque vous posez des questions comme ça. C'est très parlant et très visible. Voilà. Alors, je referme pour avancer, puisque donc, le rythme va être assez soutenu et c'est volontaire pour essayer de faire un maximum de choses sur cette heure. Hop là. Alors, comment se présenter? Personnellement, je suis assez vite ennuyée par les présentations à rallonge de formateurs et j'ai aussi assez vite envie dans une formation de savoir qui sont les autres participants. J'ai testé en formation de lancer directement des tours de parole de participants sans forcément me présenter au préalable. Mais j'avais toujours un participant qui me demandait à la fin, et vous, madame, qui êtes-vous? Donc, ce que je propose en ce moment, c'est une petite slide que je n'ai pas besoin de lire, car les informations principales y sont, et vous lisez plus vite que moi, je ne lis à voix haute. Mais je peux éventuellement ajouter quelques éléments contextuels. Et puis, derrière, je lance un tour de parole. Et si j'ai plus de 10 participants, je vais plutôt lancer 2-3 questions pour apprendre à se connaître, comme je vais le faire tout de suite. Donc, apprenons à nous connaître. Dites-moi ce qui vous anime en ce moment. Donc, je vous propose de partager ce qui vous anime en ce moment. Vous double-cliquez sur la question qui est apparue dans votre fil. Puis, on va commencer à voir les résultats. Dessiner l'ingénierie pédagogique, super. Facilitatrice dans un tiers-lieu. Très bien, on commence à avoir des idées. Chouette. Donc, pendant que vous réfléchissez à ce qui vous anime en ce moment, je vais vous parler un petit peu plus des tours de parole. Quand est-ce qu'il faut en faire, selon moi? Donc, déjà, le fait de donner la parole dans les 15 premières minutes de votre formation, clairement, ça va accélérer l'engagement de vos participants par la suite. Ça, c'est prouvé. Maintenant, dès que vous avez plus de 5 participants, je vous conseille de cadrer des tours de parole en proposant une question spécifique à laquelle chacun va répondre, comme quelle est ma responsabilité du moment qui me réjouit le plus, ou j'ai telle responsabilité, par exemple, je suis product manager et j'aimerais progresser sur. Donc, orienter les questions comme ça. Je vous conseille aussi de dynamiser les tours de parole. Par exemple, pour lancer un tour de parole, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je demande à une première personne que j'ai senti plutôt à l'aise jusque-là, parce qu'on n'a pas posé 3 minutes avant de commencer, par exemple, et je lui dis, Marie, tiens, est-ce que tu aimerais bien lancer le tour de parole? Et jusque-là, j'ai jamais eu de non. Et ensuite, ce que je propose à chaque personne qui vient de se présenter, c'est de lancer la balle à un prochain. Donc, c'est une métaphore qui marche bien.
Et donc, chacun va lancer la balle au prochain participant qui lui se présentera. Et puis, pour éviter la situation délicate de ceux qui passent à la fin, qui ne savent peut-être plus qui c'est qui a parlé, qui c'est qui n'a pas parlé, eh bien, aidez-les. D'accord. Donc, pour ma part, j'ai souvent une liste en parallèle sur un papier avec les prénoms des participants que je check au fur et à mesure des prises de parole. Comme ça, je rappelle au dernier qui passe, bah tiens, il reste Maria et Anthony, à qui tu jettes la balle. Lorsque vous avez des groupes de plus de 10 personnes, l'idée d'un tour de parole, pour moi, il y a oublié. Ça va être trop long, vous allez en perdre en route. Donc, préférez dans ce cas soulever 1 à 3 questions, comme on le fait là, auxquelles chacun va répondre par écrit dans le chat, tout en découvrant également les réponses des autres. Et puis, n'hésitez pas à proposer de liker les réponses qui plaisent. Donc, vous avez la possibilité de liker les réponses qui vous parlent, celles qui résonnent chez vous. Et parce que c'est toujours valorisant d'avoir des likes sur ces partages. All right. Donc, les présentations sont faites. Hop. Alors, à ce stade-là, vous voulez entrer dans le sujet de votre formation ou de votre atelier. Donc, pour nous, c'est la facilitation. Donc, à ce stade, moi, je pourrais mettre une slide de définition, par exemple, de ce qu'est la facilitation. Mais tout le monde peut trouver ce contenu en ligne. Donc, personnellement, je préfère soulever une question du type, je vais vous soulever tout de suite, du type, quand je vous dis facilitation de formation, vous pensez à. Quand je vous dis facilitation de formation, vous pensez à. Donc, ça vous amène tout de suite à réfléchir. Tiens bon, c'est vrai ça, nous sommes à la Facilitation Day, mais quand on dit facilitation de formation, à quoi je pense exactement? Quelle est la première idée qui me vient? Donc, je vous invite toujours à répondre. Première idée, meilleure idée. Donc, vous impliquez tout de suite vos participants, et d'autant plus si c'est une question ouverte à laquelle il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ce que vous voulez lorsque vous commencez une formation. Dites bien à vos participants qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour leur donner vraiment toute légitimité de partager ce qu'ils ont en tête. Vous pouvez aussi leur dire, première idée, meilleure idée. Donc voilà, la pédagogie. Intéressant, je ne connaissais pas ce mot. Très bien, animation, interactivité, créer du lien. Donc là aussi, vous pouvez liker. Alors, ce que vous voulez, lorsque vous posez les premières questions comme ça pour introduire un peu votre sujet, c'est un cadre sécure en termes d'interaction. Donc d'autant plus en début de formation. Donc, évitez des questions auxquelles vraiment certains auront la bonne réponse et d'autres non. Alors, à ce stade, personne ne veut se trouver en posture d'échec. Okay, donc, précisez bien que vous soulevez votre question et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Puis, vous prenez les réponses qui appuient le sujet que vous introduisez et puis vous pouvez partir voilà, de répondre aux participants pour apporter vous vos propres éléments dessus et ainsi introduire votre sujet à partir des éléments proposés. Créer du lien entre les participants avec le formateur, animateur, facilitateur. Ouais, très bien. Parfait. Donc, pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à récupérer le lien dans les commentaires au besoin. Et on continue. Alors, poser son intention. Personnellement, j'aime bien que chaque participant pose une intention pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une manière de se projeter à la fin de la formation. Donc, je les guide, moi, en les invitant à poser ce avec quoi ils aimeraient repartir à la fin de leur formation. Et souvent, je profite de cette activité, notamment dans des formations agiles, pour introduire la notion de user story et de personas. Et donc, je vais les inviter à écrire leur intention sous forme de user story. En tant que, donc ça va être leur personas, je veux, c'est leur intention, et pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir et qu'est-ce qu'ils veulent appliquer derrière, qu'est-ce qu'ils veulent changer comme comportement, comme pratique. Eh bien, je vais vous inviter à ce qu'on le fasse ensemble. Vous allez pouvoir cliquer sur Participate pour ouvrir un board. Je vais prendre la main dessus hop, au tout début pour vous montrer un petit peu proche. Donc, je vous ai mis un exemple. En tant que Aurélie Speaker Facilitation Day, je veux dérouler une session de collection sous forme de simulation pendant 1 heure afin de transmettre un maximum de bonnes pratiques de facilitation tout en faisant découvrir un outil. Eh bien, je vais vous inviter à écrire vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez retirer de cette session d'1 heure? Et pour cela, je vais vous donner 3 minutes.
je laisse le son. Donc, au bout des 3 minutes, vous aurez un petit klaxon qui va retentir. Tenez-vous prêts. Donc, je vous donne 3 minutes pour que vous ayez conscience de ce que représente 3 minutes dans le cas d'activités de ce type. D'accord? Donc, pour ajouter un petit ticket, vous avez le gros plus en bas de votre board. Vous avez juste à cliquer sur le gros plus et puis à ajouter. Vous pouvez copier-coller aussi les tickets, comme je vois. Ça se fait. Donc, je vous laisse 3 minutes pour poser votre intention. Donc, lorsque vous avez une activité comme celle-là, vous voulez mettre un exemple pour montrer que vous aussi, vous jouez le jeu en tant que formatrice, et puis c'est aussi votre manière d'orienter vos participants dans la bonne direction de l'activité. Très bien, donc on voit les intentions qui sont en train de popper. Donc, 3 minutes pour ce type d'activité, en général, c'est un bon timing. 2 minutes, c'est trop court. 5 minutes, c'est souvent un peu long. 3 minutes, c'est rapide, mais vous aurez certains de vos participants qui auront terminé en 3 minutes et d'autres, non. Alors, ce que vous voulez, c'est à la fois poser un rythme de formation plutôt soutenu, parce que c'est souvent ce que l'on recherche lorsque l'on vient en formation, c'est apprendre un maximum de choses en un minimum de temps. Mais vous voulez aussi laisser la possibilité aux personnes qui ont besoin de plus de temps, qui souhaitent peaufiner leur intention, de le faire. Pour cela, vous pouvez laisser l'activité ouverte jusqu'au lancement de votre prochaine activité. Donc, parfait. Très bien, voilà. Extra. J'ai jamais eu autant d'intentions posées sur un board. Et voilà, le petit klaxon qui a retenti. Donc, au bout des 3 minutes, félicitez vos participants pour leur engagement dans l'activité en 3 minutes et proposez-leur de reprendre quelques user stories, quelques intentions, pour profiter de cette activité et introduire des bonnes pratiques d'écriture d'user stories. Donc, c'est ce que je fais dans le cadre de cette activité. Quand je dis user stories, pour ceux qui ne sont pas de l'agile, on parle de besoins utilisateurs. Donc, c'est un moyen, cette activité aussi, d'introduire des principaux pièges dans lesquels on tombons facilement lorsqu'on écrit des besoins utilisateurs, notamment tous les termes type plus 2, moins 2. Là, je vais prendre un exemple, comment mieux interagir avec mes participants. Qu'est-ce que signifie mieux exactement? Donc, on tombe tous dans ces pièges d'utiliser des termes assez génériques. Et donc, c'est une manière d'introduire des petits tips pour guider vers l'écriture d'intentions les plus précises possibles. Et plus vos intentions sont précises, plus vous pourrez checker à la fin de votre formation que vous avez abouti à ce que vous vouliez, ce que vous avez déposé comme intention initialement. Hop là, on continue. Donc, vous pouvez fermer aussi avec la petite croix en haut à droite. Et on continue. Alors, parlons un petit peu du cadre à proposer dans une formation en ligne. Donc, sur ce sujet, j'ai testé des dizaines de cadres différents. D'une année à l'autre, j'avoue que je garde certains aspects et j'en adapte d'autres. Donc, ça, c'est ce que j'ai proposé dernièrement dans mes formations. La photo de la Casa des Papel montre le professeur
qui pose les 5 règles à respecter, donc pour ceux qui ont vu cette série. Et toute la série est basée sur des situations assez chaotiques parce que justement le cadre posé n'est même pas respecté la plupart du temps. Donc l'exemple de la Casa de Papel, qui bien sûr est de la fiction, c'est une manière de faire passer comme message dans les formations que un cadre peut tout à fait être adapté, voire cassé dans certaines situations, mais avec le risque de créer une forme de chaos. Et je dis aussi que du chaos naît l'innovation. Il y a aussi du bon parfois dans le chaos. Donc, en tout cas, ce que vous voulez retenir, c'est que la facilitation sans cadre, c'est chaotique. D'accord. Donc, le chaos a du bon, mais sans cadre, c'est chaotique. Quand je parle de confidentialité là-dessus, donc, ce que je dis souvent, c'est bien sûr, si votre expérience dans le cadre de cette formation, dans le cadre de cette session, vous a plu, bah, partagez-la à l'extérieur. Bien sûr, parlez-en, parlez de ce que vous avez vécu de votre expérience. En revanche, n'allez pas citer les prénoms des personnes qui étaient avec vous lors de cette formation, ni par exemple les intitulés des projets sur lesquels ces personnes travaillaient. D'accord. Donc c'est ce type d'approche de confidentialité que je propose pour vraiment poser un cadre le plus libre possible de partage. Parler à la première personne parce que c'est vraiment un moyen de prendre sa responsabilité. Et lorsque l'on parle à la première personne, on parle de son expérience. Donc on ne pourra jamais reprendre et contredire votre expérience puisque c'est votre expérience personnelle. On pourra ne pas être d'accord avec votre expérience, mais parler à la première personne limite les débats d'argumentation, et souvent lorsqu'on tombe dans les on, dans les ils, c'est souvent là qu'on tombe dans des débats d'argumentation, on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Donc je reprends souvent dans mes formations là-dessus. Le droit de passer à tout moment, vraiment, je donne le droit de passer à tout moment. La vidéo activée. Alors, je vous avoue que là-dessus, j'ai été assez souple jusqu'à l'année dernière, et je ne le suis plus. Maintenant, je dis à mes participants qu'au bureau, on ne se cache pas sous les tables, donc il n'y a pas de raison de désactiver sa vidéo. Et quand on s'inscrit à une formation, eh bien, on s'assure d'avoir une bonne connexion qui fonctionne et aussi un ordinateur. Parce que j'ai eu récemment, et ça m'arrive régulièrement, d'avoir des participants qui viennent 2 jours en formation avec leur téléphone. Donc, dès le début, je leur dis, sans une bonne connexion et un ordi, vous n'avez rien à faire là. Et je précise aussi que les outils de vidéoconférence, aujourd'hui, sont développés pour dégrader la vidéo avant le son. Donc, si la connexion est un peu limite, eh bien, c'est la vidéo qui va friser avant que le son soit dégradé. Donc, moi, je préfère une vidéo frisée que rien du tout. Et puis, je dis aussi qu'il y a toujours la possibilité de se connecter au téléphone pour avoir le son. Bon, donc je vous avoue, quand je pose tout ça sur des groupes en moyenne de 12 personnes, je n'ai jamais 12 vidéos activées. Mais je pars souvent de 2 vidéos activées, 3 max, avant de partager mon cadre, à 8, 10 après le partage du cadre. Donc c'est déjà ça. Je rajoute aussi le fait qu'en tant que formatrice, je porte forcément plus d'attention, enfin je porte de l'attention plus naturellement aux personnes qui ont de la vidéo. Et je leur dis aussi que lors des simulations, puisque je fais des simulations, on va le voir derrière, lors des simulations sous forme de jeu de rôle, ceux qui choisiront de jouer les rôles clés, donc si par exemple c'est une formation product owner, ceux qui joueront les rôles de product owner auront forcément la caméra activée, car sans ça, eh bien, les jeux de rôle, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas bien jouer son rôle sans avoir de vidéo activée. Et je conseille aussi de garder son micro activé, que ce soit le plus réel possible en formation, à moins bien sûr d'être dans un open space. J'adore tout ce qui est gestuel non verbal, pour dire que l'on est aligné avec ce que la personne partage, pour dire que l'on veut un petit peu de précision sur un cadre, et je vais vous montrer juste après des exemples de gestuel non verbal. Je préconise pas de téléphone sur les pauses du matin et de l'après-midi, dans la mesure du possible. Et puis, je dis que je tisse sur le fait qu'il y aura une évaluation par le jeu et qu'il y aura des cadeaux à gagner. Et une fois que j'ai posé mon cadre, eh bien, je propose à tous mes participants de voter s'ils sont bien alignés avec ce cadre, en leur disant qu'ils sont tout à fait libres de réagir et d'expliquer pourquoi. Et je vous invite à le faire. Et c'est généralement là que si jamais, par exemple, il y a des personnes qui ont gardé des meetings et qui doivent s'absenter à un moment, ils vont m'envoyer dans le chat en privé le fait qu'ils ne seront pas là à un moment. Enfin voilà, s'il y a des choses qui doivent être partagées, personnelles ou publiquement au groupe, c'est souvent là que c'est partagé.
Je préfère voir les personnes et le non-verbal quand j'anime. Oui, moi aussi. Moi aussi, Marie. Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais voilà, du coup, donc quand je parle de non-verbal, des exemples de petits gestes non-verbal à vraiment utiliser sans modération. Le non-verbal, pour moi, apporte énormément lorsque dans les prises de parole, voilà, quelqu'un veut s'exprimer sans être coupé, et notamment pour des personnes un peu introverties, où la prise de parole n'est pas forcément facile. Le non-verbal va éviter des coupures inopinées. Donc, ça a beaucoup de bon. Et puis, c'est toujours valorisant aussi de voir des gens qui vont, lorsque l'on s'exprime, dire bah, moi aussi, je suis alignée avec ça, je suis d'accord avec ça, j'adhère. Euh, voilà, ou au contraire, moi, si par exemple, il y a des choses sur lesquelles on passe trop de temps et que les gens qui me disent oh, allez, on l'a déjà dit, on avance, bah, tant mieux. C'est ce que je recherche aussi en tant que facilitatrice. Je suis une grande fan du non-verbal. Je vais vous faire une petite activité juste là. Je vais vous montrer une image pendant 5 secondes. La voici. Et hop là. Maintenant, je vais vous inviter à répondre à ce que vous retenez de l'image précédente en 3 mots-clés. Donc voilà, écrivez les 3 mots-clés que vous retenez de cette image. Et sinon, bah, intuitivement, s'il n'y a rien qui vient, mettez ce qui était intuitif. Donc c'est une petite activité que je propose de temps en temps pour diminuer la peur du jugement. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Ok, donc jeune pousse en devenir, émergence, plan de sable, on mord le sable, on plante, palmier. Ok, très bien. Donc, on va continuer à. Hop là. Et d'ailleurs, j'aurais dû faire comme ça pour ne pas que vous soyez biaisés par les réponses précédentes. Alors, je vois qu'il y en a qui répondent aussi dans le flux. C'est bien aussi. Mais sinon, pour répondre directement dans les questions, vous double-cliquez sur les questions roses, puis vous pouvez y répondre. Alors, ce petit exercice est intéressant puisque on voit que sur une image simple, on a quand même des réponses assez diverses. Et donc, certaines vont être un petit peu plus métaphoriques, d'autres vont être très imagées. Et voilà, on n'est pas forcément exactement sur les mêmes typologies de réponses. Pourquoi cette activité? Eh bien, c'est un moyen. Hop là. C'est un moyen de rappeler qu'on a tous des perceptions, des expériences, des points de vue différents. D'accord? Et donc, pour vraiment diminuer la peur du jugement, c'est une petite activité qui peut être bien en début de formation. Et c'est toujours intéressant de se le rappeler. Alors, notre programme. Moi, j'aime toujours proposer un programme plus ou moins détaillé. Donc là, je vous ai mis des petits éléments qu'on va aborder ou pas. Et je vais vous inviter à voter sur ce qui vous intéresse particulièrement dans ce programme. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, à la fois, présenter un programme, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir exactement ce qui va se passer presque à l'heure près dans une formation. Il y a des profils qui aiment bien la surprise et qui aiment bien se laisser emporter par l'expérience. Mais si vous ne le faites pas, vous allez forcément avoir quelques-uns de vos participants qui vous demanderont ce programme. Et puis, de faire voter sur ce qui a de l'importance vraiment dans ce programme, eh bien, c'est un moyen de voir où est-ce que l'intérêt du groupe se porte. C'est intéressant si vous avez un groupe assez disparate en termes d'expérience, de maturité, du coup, de vous donner aussi, vous, la légitimité de faire plus de focus sur certains éléments que sur d'autres. Voilà, donc là, on voit que la facilitation d'ateliers, de travail en groupe, prend le dessus. N'hésitez pas à apporter votre petit vote.
facilitation. Donc, on est voilà, vraiment facilitation de formation de 2 jours en ligne et travail en groupe. Eh ben, très bien, on va partir essentiellement là-dessus, du coup. C'est bien, je vais mettre le focus sur ces 2 activités. Allez, je la laisse ouverte, comme ça vous pouvez continuer à cliquer dessus. Je vous montre qu'on peut aussi laisser une activité ouverte. Vous pouvez continuer à cliquer sur la question dans votre flux pour y répondre. Alors, un petit quiz que je propose souvent en sous-groupe. Là, vous allez le faire seul, puisqu'on ne peut pas faire de sous-groupe. Mais c'est pour moi un bon moyen de rentrer dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez pas à proposer un quiz en invitant vos participants à y répondre, soit seul, soit en groupe. Si vous faites des groupes, par exemple des sous-salles de 4, c'est bien. Ce que vous voulez, c'est que ce quiz devienne un support d'ouverture à certaines questions autour de votre sujet. L'idée à ce stade, c'est de se poser surtout des questions, plus que de tenter d'avoir absolument du 100% au quiz. D'accord. Donc, je vais vous proposer qu'on le fasse également. Hop là, je vous lance le quiz qui va apparaître et vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton participer ou participate si vous êtes en anglais. Moi, de mon côté, je vais voir un petit peu la progression du quiz. Je vais vous donner 3 minutes pour répondre à ce quiz. Donc, cherchez plus un petit peu la rapidité. Donc, répondez intuitivement, hein, vraiment, pareil, première idée, meilleure idée. Pour répondre à ce quiz, faisons-le en 3 minutes. Voilà, donc considérez vraiment le quiz comme une manière de faire réfléchir vos participants, les amener à se poser des questions avant de vous amener du contenu théorique. Ils auront d'autant plus de questions ensuite. D'accord. Donc, voyez ce quiz comme un objectif de questions à soulever. Alors, je regarde un petit peu du coup les commentaires, je ne vais pas regarder. On répond comment? Alors, en fait, donc il y a le lien vers le Klaxoon pour ceux qui ne sont pas sur le Klaxoon, qui est normalement, voilà, soit rappelé ou qui a dû aimer plusieurs fois. Et puis après, eh bien, vous avez un flux avec des questions, les activités. Vous n'avez qu'à double-cliquer dessus, ou elles sont affichées directement. Et vous avez à cliquer ici pour celui-là sur participer. Participer. Et donc là, vous avez un quiz avec 20 questions. Enfin, c'est plutôt des phrases. Et vous êtes invité à choisir si ce sont des phrases qui sont conseillées ou déconseillées dans le cadre de la facilitation. Donc là, on est vraiment sur les bonnes et moins bonnes pratiques de facilitation. J'en profite pour répondre aux petites questions dans les commentaires. Le droit de passer à quoi? Oui, je ne l'ai pas précisé, effectivement, le droit de passer à n'importe quelle question, n'importe quelle sollicitation, de dire je passe ou j'ai pas envie de répondre à cette question. Voilà, j'insiste vraiment pour donner ce droit, pour à la fois amener plus de. Je leur dis que ça va être très interactif et que si moi je leur donne la parole, ils ont le droit de dire qu'ils veulent passer à tout moment. Donc effectivement, si vous n'avez pas 2 écrans, préférez garder celui avec Klaxoon puisque le stream, vous pourrez le revoir, il sera en replay. Donc gardez. Moi, je peux voir la progression. Voilà, donc en fait, ce que je vous montre à l'écran, moi, c'est l'aspect admin de Klaxoon, l'outil session de Klaxoon. Donc ça, c'est ce que mes participants ne voient jamais. Mais du coup, ça me permet aussi de moi vous le montrer. Et vous avez de votre côté, voilà, vous avez de votre côté vraiment les activités qui sont proposées. Voilà, donc ça me permet de voir un petit peu qui a terminé.
vous laisse encore un tout petit peu de temps. Donc, à l'issue d'un quiz, vous voulez inviter vos participants à partager des remarques, des suggestions, des questions. D'accord. Ce que vous pouvez aussi faire là dans le chat, qu'on pourra traiter soit au fil de l'eau, soit à la fin, si c'est plus adapté. Et je vais arrêter le quiz. Hop là. Donc, je vous proposerai un export de cette session que vous pourrez récupérer en PDF et vous aurez tous les résultats du quiz et vous retrouverez toutes les activités que l'on aura menées. Donc, hop. Et je vais vous montrer du coup les réponses. Et normalement, donc, si vous avez aussi terminé votre quiz, vous avez eu accès aux réponses, vous aussi, directement sur votre écran Klaxoon de participants. Donc voilà, donc moi ce que je fais généralement, c'est que j'affiche les réponses et puis je soulève est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des suggestions à ce sujet. Et en général, il y a plein de questions qui émergent parce que le fait d'avoir rempli un quiz a amené à une certaine réflexion et a amené un certain nombre de questions sur le sujet. Là, n'hésitez pas s'il y a des choses. Donc, sachant que je vous inviterai une petite aventure à la fin avec des questions de choses que l'on a vues sur le déroulé. Et il y aura un gagnant qui j'offrirai un cadeau. Enfin, il y aura trois petites questions, 3 cadeaux à gagner là sur cette session. Voilà la deuxième partie. Donc, je ne rentre pas dans les détails, bien que ce soit des éléments vraiment de facilitation, mais on pourra en discuter, soit sur le Discord derrière, et je vais vous montrer aussi un petit atelier que j'ai déroulé autour de ces bonnes et moins bonnes pratiques de facilitation, juste après. Alors, justement, une petite question challenge, qui est aussi quelque chose que vous pouvez faire à tout moment dans des formations pour créer un petit peu d'émulation. Alors là, c'est le premier qui répond en mettant la bonne réponse qui gagne, d'accord? Et la personne qui a la bonne réponse en première va gagner un cadeau. C'est parti. Je vous lance. Qui est ce personnage? Oh, c'est Anne-Laure qui a gagné. Eh bien, Anne-Laure, tu viendras me voir sur le Discord juste après. Je t'offrirai un des 3 cadeaux à gagner. Ok. Alors, une deuxième petite chance, sachant que l'image donne un indice. À nouveau, une petite question challenge, mais qui est approchée différemment. Et que signifie l'acronyme ELMO en anglais? Donc, pareil, vous double-cliquez sur la question. Et que signifie l'acronyme ELMO en anglais? Oh oh, c'est Michel qui a gagné! Enough, let's move on. Bravo Michel, tu viendras aussi me voir sur le Discord. J'aurai un petit cadeau à t'offrir. Très bien, super, bravo Anne-Laure et Michel. Alors, je vous propose de continuer en vous montrant justement ce petit atelier que j'ai initialement animé en plein air à la Sonitech, pour vous donner envie de venir à la Sonitech à Montpellier qui se passe en juin et on fait des ateliers en plein air, c'est génial. Et je vais vous lancer l'atelier. Hop là. Et je vois, ah oui, la question, qu'est-ce que le corps protocole? Effectivement, donc les corps protocoles, Decider, c'est une manière c'est une technique de consensus. Lorsqu'on a une décision à prendre en groupe, le corps protocole Decider, c'est une manière de vote pour prendre une décision où on peut voter pouce en l'air, je suis d'accord avec ce qui est proposé, pouce en bas, c'est je suis pas d'accord, et neutralité, c'est que je suis la majorité. D'accord? Je suis pas forcément en accord, mais je suis la majorité. Okay?
Et souvent, l'idée, c'est de poser la question pour ceux qui ont les pouces en bas, qu'est-ce qui vous manque pour être en accord ou pour suivre le reste du groupe. D'accord? Donc, c'est une technique de consensus. Je vous inviterai à aller regarder. Alors, je vais vous inviter pour ce board. Je prends un petit peu la main dessus. Ah, oula, il y a plein de choses qui ont disparu. J'ai plus du tout le contenu, il y a quelqu'un qui a dû le supprimer. Bon, eh bien, on va répondre aux 3 questions. Qu'est-ce qui vous ennuie le plus lors de vos points en ligne? Quelle est la pire pratique de facilitation en ligne selon vous? Et si tout était possible lors de vos points, que changeriez-vous en premier? Je vais vous donner 3 minutes pour ça, et puis je vais essayer de récupérer le contenu qui a disparu. Vous pouvez double-cliquer aussi sur les questions en rose. Hop, vous double-cliquez dessus et vous pouvez répondre directement dans les questions. Ok, donc on commence à avoir plein d'éléments intéressants. La gestion des micros, les personnes qui n'écoutent pas demandent de répéter. Tu en mute. Merci. La dispersion, les problèmes d'accès, de connexion à l'outil, les temps de parole individuels à rallonge. Yes. Des présentateurs qui lisent les slides, tout à fait. Plein d'éléments intéressants. C'est très très riche. La pire pratique de facilitation en ligne selon vous? Les consignes pas claires, la caméra éteinte, les prises de parole trop longues. Ouais, très très bien. Tout à fait d'accord, tout à fait en phase. Si tout était possible lors de vos points en ligne, que changeriez-vous en premier? Laissez les micros vers les caméras activées, yes, de la musique. Partager, table de parole, ouais, tout à fait. Faire des pauses en mouvement, yes. Alors, cette petit atelier que j'ai proposé, donc il y a toute une partie qui a disparu, mais c'est de ma faute parce que j'aurais dû bloquer les contenus. Donc, vous pouvez en fait bloquer des contenus pour ne pas qu'ils soient ici, verrouiller des contenus pour ne pas qu'ils soient supprimés. J'ai oublié de le faire. Mais donc l'idée, c'était donc à partir de ces 3 questions auxquelles vous avez répondu, d'aller ensuite liker
des éléments liés à l'ennui. Donc ici, du coup, j'ai repris un autre contenu qui est un petit peu différent, mais donc on va le faire avec ça. Les éléments liés à l'ennui, donc ici, c'est des éléments en orange, et puis les hacks proposés. Voilà, donc j'en ai fait un jeu comme ça avec des cartes ennui et des cartes hack. Je vais vous inviter à regarder pendant 1 minute un petit peu là ce qui vous parle et à liker une carte ennui et une carte hack. Voilà, juste pour jouer un petit peu le jeu et après on pourra revenir sur ce contenu si ça vous intéresse à la fin de la session. Donc pour liker, hop, vous cliquez dessus et il y a aimer l'idée. Ici, vous pouvez mettre un petit like sur le contenu. Oui, il faut loquer les éléments sur le bord, tout à fait. Alors, je vois des likes. Voilà, qui apparaissent. Donc, du coup, hop, hop. Et time's up. Voilà, donc ça permet de dégager des idées à la fois d'ennui et de hacks. Et puis à partir de là, vous pouvez, dans le cadre de l'atelier, dérouler comment est-ce que vous pourriez appliquer ces hacks en équipe dès demain, voilà, ou amener ça dans votre organisation d'une manière ou d'une autre. Je voyais pas mal de choses sur les temps de répartition. J'ai testé il n'y a pas longtemps avec une équipe de ne pas parler plus d'1 minute consécutive, quelles que soient les prises de parole, quels que soient les sujets. Chacun parle maximum 1 minute. Ça marche très bien. Donc de timer vraiment, je crois que je l'ai mis, de timer vraiment comme dans les débats politiques, les prises de parole. Alors, donc ça c'est une approche possible d'atelier. Et je vais vous en proposer d'autres. Hop là. Voilà, donc ça ressemblait à ça, les cartes ennui et les cartes hack. Le Scrum Puzzle. Alors, c'est une activité que je propose pour, par le jeu, apprendre le Scrum Guide. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les certifications Scrum, vous savez qu'il faut lire et relire le Scrum Guide, mais il n'y a rien de très fun vraiment à bachoter pour réussir ces certifications. Donc, une approche fun pour découvrir le Scrum Guide et surtout aussi un moyen de faire comprendre des notions d'itération et d'amélioration continue, eh bien, peut se faire sous forme d'un petit atelier qui s'appelle le Scrum Puzzle et où, en fait, je répartis les participants en groupes, en petits groupes, et je les laisse assez volontairement, en toute autonomie, s'organiser avec l'objectif de réaliser l'ensemble des 5 activités qui sont sur le board en 3 itérations maximum et en 3 itérations de 5 minutes maximum. Donc à eux de s'organiser, alors c'est forcément chaotique au début, et puis d'une itération à l'autre, forcément, ça s'améliore. Et en fait, j'utilise ces 3 itérations pour faire un parallèle avec le Scrum, où je leur donne 2 minutes au préalable pour s'organiser un petit peu, se répartir. Est-ce qu'ils travaillent individuellement, est-ce qu'ils travaillent en groupe, est-ce qu'il y a des pairs qui vérifient ce qui est posé par les personnes qui ont travaillé. Et puis, je leur lance 5 minutes. Donc ça, c'est l'équivalent du sprint planning. Puis, je leur lance 5 minutes de travail. Donc, c'est l'équivalent du sprint. Et puis, je leur fais faire une mini démo à la fin. Et puis, une rétrospective de ce qui s'est bien passé, ce qui aurait pu être mieux dans cette itération. Et puis, je les relance sur une itération. Donc, c'est un moyen d'introduire ces concepts. Et puis, donc, effectivement, hop, je tire ce que j'ai mis là pour leur montrer les réponses à la fin. Voilà. Donc, rien de plus ici, mais c'est pour vous montrer le type d'approche, pour passer quelque chose qui n'est pas forcément très fun de prime abord, qui va être plutôt théorique, à une approche sous forme un petit peu d'atelier. Donc là, l'idée, c'est aussi de les faire travailler en sous-groupe et de les amener à des restitutions en sous-groupe. Alors, la question, par où commencer en pratique, elle arrive souvent en formation lorsque l'on a abordé pas mal de choses théoriques et il y a toujours un participant qui va demander « Ok, mais concrètement, par où on commence ?»
Moi, à ce stade, plutôt que de dérouler des slides étape par étape, je vais quand même donner des étapes. C'est des étapes pour mettre en place du Scrum. Mais plutôt que de dérouler des slides étape par étape, eh ben, je vais proposer une simulation. Et donc, je fais des simulations de sprint que j'appelle Scrumception pour l'inception du Scrum. Ça a tout de suite beaucoup plus d'impact. Et surtout, le fait de proposer des simulations d'itération me permet aussi de proposer des rôles à jouer pour chacun dans une équipe, mais aussi des rôles avec des traits de caractère un petit peu caricaturaux forcément, dans différentes situations que chacun va simuler. Et c'est clairement ce qui a le plus d'impact dans mes formations. Donc, l'objectif étant de laisser volontairement les participants dans les simulations aller dans des erreurs pour ensuite les coacher aux besoins et soit en cours de simulation et aussi leur donner un certain nombre de feedbacks à l'issue des simulations. Et c'est comme ça que un certain nombre d'erreurs qui vont être découvertes en simulation ne vont pas être reproduites dans la vraie vie. Alors, je prends un petit peu la main sur à quoi ressemble ce board. Donc, l'objectif, c'est de simuler un sprint Scrum. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout le vocabulaire Scrum, c'est pas très grave. Attachez-vous vraiment à l'approche de simulation que je décris. Mais l'idée, c'est de simuler un sprint Scrum qui d'habitude va durer 2 semaines, mais là, je prends 3 semaines et je le ramène à 30 minutes effectives de sprint. Mais je déroule cette simulation complète sur une journée. Et puis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la partie avant sprint avec une vision, comment on définit une équipe Scrum. Donc, je vais faire choisir les rôles à jouer dans l'équipe Scrum, ainsi que qui vont être les parties prenantes, qui va être le client. Et puis, je leur donne, pour commencer, un story map que j'ai réalisé en amont. Et puis, toute la préparation de la simulation de sprint va se faire par la création d'un backlog avec des user stories, donc des items, des besoins utilisateurs à réaliser, ainsi que la création d'un tableau Kanban que l'on va utiliser dans toute la simulation derrière. Et puis, on va lancer notre simulation. Donc, la simulation, elle va se lancer par un sprint planning. Donc, en fait, tout est simulé, mais je fais des petits points, des petites pauses théoriques selon ce qui remonte au fur et à mesure dans la journée. Et je leur mets aussi des éléments sur le board un peu plus théoriques sur, par exemple, comment on déroule un sprint planning, quels sont les pièges dans lesquels on tombe couramment, pourquoi. Et puis, une fois le sprint planning réalisé, donc là, 2 heures en moyenne, transposé à 20 minutes dans la journée, eh bien, je vais leur faire des stand-up meetings et je vais les arrêter à différents moments des 30 minutes effectives de sprint pour leur faire des stand-up meetings. Et dans ces stand-up meetings, je vais leur donner volontairement des rôles à jouer. Donc souvent, j'envoie par chat privé à certaines personnes, tiens, est-ce que tu voudrais bien jouer le rôle du sauveur? Tiens, est-ce que tu voudrais bien jouer le rôle de persécuteur? Voilà comment le jouer. Ils me disent si oui ou non. Et alors, c'est juste excellent. Tout le monde adore. Donc, c'est inspiré du Scrum from Hell, du Daily Scrum from Hell, qui est un jeu. Et d'ailleurs, je vous ai mis, il y a un lien ici qui est excellent de Robin Béraud, qui reprend un petit peu toutes les cartes classiques. Voilà, donc c'est juste, je vous montre ça pour vous montrer à quel point avoir des jeux de rôle apporte énormément. Parce que du coup, eh bien, ça permet de prendre du recul puisqu'on n'est pas dans son rôle, dans son vrai rôle. Pour des personnes timides, ça permet des fois aussi de rentrer dans une simulation plus facilement. J'avais marqué tic. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'ai un certain nombre de rôles. Voilà, donc ça, ce que je voulais dire, donc ça aide à sortir de sa réalité, et c'est aussi un moyen par la caricature d'ancrer des antipatterns, des pièges dans lesquels nous tombons facilement dans le cadre de la simulation. Et c'est vraiment tout l'impact apporté par cette simulation. Et du coup, on évitera plus facilement des pièges dans la vraie vie derrière. Alors, je m'arrête pour ça. Donc ensuite, voilà, dérouler vraiment du sprint où je les fais travailler sur des maquettes grosses mailles, et puis la revue de fin de sprint, et puis la rétrospective de fin de sprint. Hop.
une petite question sur les rôles que vous aimeriez jouer en priorité. Donc, je vous invite à répondre parmi des rôles proposés. Quel rôle aimeriez-vous jouer en priorité? C'est pour vous donner les exemples de rôles que l'on peut proposer dans les différentes cérémonies Scrum. Yes. Ok, super. Donc, je vois l'heure qui tourne. J'avance. Hop là. Donc, à ce stade-là, j'ai 12 exemples de board. Très rapidement, un atelier, c'est juste là pour vous transmettre qu'un atelier, hop, peut aussi, ah, là aussi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ont disparu. Qu'importe, j'ai rien à vous faire sur cet atelier, mais de vous dire que quand vous préparez un atelier, ça peut être très intéressant d'envoyer le board en amont de l'atelier pour déjà faire réfléchir à un certain nombre de questions, un certain nombre d'éléments qui ont été posés, et ainsi déjà arriver avec des participants qui ont réfléchi au sujet, et du coup, vous allez rentrer d'autant plus facilement dans l'atelier. Hop, j'avance, il nous reste peu de temps. Les pauses, bien sûr, n'oubliez pas de faire des pauses. Donc, préférez des pauses courtes de 5-10 minutes maximum et plus régulièrement que des grandes pauses. Donc, moi, souvent, j'affiche le temps de pause qui reste via Klaxoon et je reprends lorsque ça sonne pour que les personnes soient, que toutes les personnes soient là ou pas. En fait, souvent, je sais pas parce que c'est plus en la vidéo, je sais pas forcément, mais par contre, je reprends au Klaxoon parce que je pars du principe qu'elles sont pas loin et qu'elles entendent le Klaxoon. Je voulais faire juste aussi un petit point sur l'importance de la sémantique dans vos formations. Jérôme en a parlé ce matin, comment les mots modifient parfois les dynamiques de groupe. Et juste quelques exemples. Donc, en formation, je n'utilise plus du tout le terme réunion. J'essaye d'utiliser les termes atelier, point de synchronisation, one-on-one. Il y a des mots que j'essaie de bannir parce que pour moi, en termes de dynamique, ils ont une connotation soit négative. J'essaie de parler plutôt d'action, d'activité, plutôt que de tâches. J'essaie de parler d'activité plutôt que de jeu, puisque le terme jeu n'est pas forcément toujours bien accueilli. Et activité passe bien. Exercice fait très scolaire. Souvent, lorsque vous parlez d'exercice, les gens vont appliquer exactement de manière scolaire ce que vous leur dites, alors qu'activité a une dimension un petit peu plus créative. Et les approches de feedback, pour terminer sur la formation. Donc, il y a une approche, la pratique approche qui montre 4 éléments de feedback. Donc, les réactions à chaud de ce que les personnes ont apprécié de la formation, les comportements qui vont commencer à émerger par rapport à ce qu'ils ont appris sur le terrain, quels apprentissages ils intègrent vraiment, et puis quels sont les comportements et les nouvelles habitudes de travail qui émergent. Et c'est souvent, moi, ce que j'appelle un petit peu les changements à froid. Et moi, ce que je fais dans mes formations, c'est que je leur fais toujours faire une rétrospective de fin de formation, d'accord, avec un format très simple comme celui-là, le 4L. Et mon but étant qu'ils posent vraiment des actions très précises à l'issue, de vraiment passer d'intention à des actions très précises. Je leur envoie un mail juste après la formation avec le lien vers les slides et les exports, donc Klaxoon, et je leur remets également leurs actions ou leurs petits pas. Et puis, une semaine après, je reviens vers eux pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont testé, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté, où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'il y a des questions qui sont remontées? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'il y a des nouveaux comportements qui ont émergé dans leurs équipes? Voilà. Donc, d'avoir vraiment un suivi à froid à une semaine, pour moi, ça montre quelque chose qui marche bien et ce qui fait qu'à la fin de la formation, lors des rétrospectives, je ne les lâche pas tant que je n'ai pas une action précise à mener dans la semaine. Et du coup, je reviens vers eux là-dessus une semaine après. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un export possible que je vous enverrai ensuite dans le Discord. C'est aussi l'avantage de cet outil Sessions Klaxoon avec des statistiques sur les pourcentages de complétion dans les différentes activités. Et pour terminer, je vous lance une petite aventure
sachant que là aussi, il y a un cadeau à gagner. Et donc, c'est un moyen, cette petite aventure, d'ancrer ce que l'on a vu, surtout voilà, un petit cadeau gagnant, sachant que le gagnant est celui qui répond à la fois bien aux questions, mais aussi qui répond vite. Donc, contenu plus vitesse. Voilà, donc je vous laisse ouvrir votre facilitation et puis moi, sur mon écran, je vois l'avancée. J'arrêterai lorsque il y aura eu un gagnant, un premier arrivé. Moi, je peux voir un petit peu l'évolution de mon côté. Puis on voit l'évolution globale. Pour l'instant, c'est Marie qui est en tête. Ok, il est 59, je vais te faire l'aventure. Pour ceux qui n'ont pas terminé dans l'export, il y aura l'ensemble des questions, donc pour les retrouver. Je mets fin à l'aventure. Et la grande gagnante est Marie. Marie, tu viendras me voir aussi sur le Discord pour avoir un petit cadeau. Merci à tous. Voilà, je vous ai donné donc un certain nombre d'activités à la fois à designer pour concevoir une formation et puis une manière donc de faciliter. On peut continuer les échanges sur Discord. La dernière petite question que j'avais, si j'ai encore une minute, c'était la suivante. Comme question ouverte que vous pouvez poser pour obtenir des feedbacks en 3 mots. Qu'avez-vous appris ou que retenez-vous de cette session? Merci Aurélie pour cette session immersive. Merci à tous les participants. J'ai mis le détail dans le commentaire pour donner du feedback sur la session. Et puis également, si vous voulez continuer les échanges sur Discord, n'hésitez pas. Salon vert, la salle occupée par Aurélie. Un grand merci tout le monde, c'était vraiment top. Merci Aurélie. Merci à tous. Merci pour avoir joué le jeu.